Alors bonjour, bienvenue à dernier talk de la journée qui réunit, qui nous remet en contact avec un ancien de Drawing Now, si je puis dire, de Drawing Now Paris maintenant, qui en fait Didier Rittner, qui a eu le prix Drawing Now 2013 et a ensuite réalisé une exposition au BHV en 2014 grâce à ce prix. Et finalement, on se retrouve ici pour un autre projet. Donc, on est en dialogue, évidemment, avec les artistes qui restent proches, évidemment, de Drawing Now. Et c'est une occasion assez particulière qui nous réunit ici. Alors déjà, c'est un lancement d'un livre, mais c'est pas n'importe quel livre. C'est moi, désolée, j'éteins le téléphone. Vous pouvez mettre vos téléphones en mode avion? Alors, désolé, on met nos téléphones en mode avion. Peut-être que vous aussi, vous pouvez mettre vos téléphones en mode avion. Ça va aider. En tout cas, on est réunis ici pour le lancement d'un livre, évidemment, autour du travail de Didier Rittner. Mais c'est un livre vraiment spécial parce que Didier nous a lancé un défi à plusieurs écrivains, écrivaines, curateurs, curatrices, d'autres artistes aussi, qui a été de choisir des dessins. Donc, je parle du livre qui s'intitule D'après, à cause, grâce à, etc., publié par Arréfiction de Lausanne, une maison d'édition de Lausanne, et un livre qui sera disponible à Paris. Donc Didier à la fin nous dira où on peut se le procurer. Et donc ce livre a été vraiment une invitation vraiment bienvenue. Enfin, on va voir si vous l'avez bien reçu ou pas, mais vraiment bienvenue pour des critiques d'art, pour des écrivains et écrivaines, parce que il s'agissait de choisir parmi ces images. Alors on va expliquer aussi le statut de ces images, des dessins. Chacun ou chacune de nous devait choisir un dessin et ensuite écrire une pseudo-notice sur ce dessin. Et quand je dis pseudo-notice, ça veut dire qu'on devait être libre. Ou qu'on devait être libre. Tu vois, comme quoi. Voilà, on l'a peut-être pas si bien pris que ça finalement. On était libre de faire ce qu'on voulait, d'écrire ce qu'on voulait. Et chacune de nous, enfin, nous avons ici 4 écrivaines, dont moi-même. Merci Didier d'ailleurs pour l'invitation. Nous avons choisi et réagi à ces images différemment. Et donc la conversation va tourner un petit peu autour de cette publication, mais aussi autour du travail de Didier. Donc j'ai aussi envie de poser quelques questions à Didier, évidemment. Donc je vais peut-être proposer, comme nous sommes nombreuses et nombreux, et comme nous avons une petite heure, et j'aimerais aussi que vous posiez des questions, je vais vous proposer à vous toutes de vous présenter assez rapidement et de faire un petit tour de table. Et ensuite, je lancerai les questions pour initier ce talk. Donc Claire, on ne te connaît pas du tout. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je dirige le CREDAC, le Centre d'art contemporain d'Ivry, et je suis Claire Le Restif. Et Claire, moi j'avais préparé une question à chacun pour pas faire la chose genre événement corporatif où on se présente tous. Quel est ton rapport au dessin en général et en particulier au dessin qu'on présente ici, le dessin contemporain? Alors, un rapport, même si je n'ai pas montré très souvent du dessin au CREDAC, mais malgré tout, en tout cas assez tôt, au moment où j'ai commencé à diriger le CREDAC, avec Didier Rittner notamment. Voilà. Et pour moi, le dessin, c'est le premier geste, en fait, le geste essentiel. Donc, le début d'un projet, donc un rapport presque d'émotion avec le dessin. Et on le sent bien dans le texte d'ailleurs, je trouve. Katharina, même question. Alors, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement et puis surtout parler du dessin contemporain et ce que ça représente pour toi? Merci beaucoup. Donc, c'est Katharina Amann. Je suis la directrice de Aargauer Kunsthaus en Suisse, qui est un peu la galerie nationale de la Suisse non officielle, bien sûr. Et c'est quand même une grande collection de 21 000 œuvres. Ouais. Et puis, 5 000 dessins, dont quelques-unes, non, il y en a 2, de Didier Rittner. Bon. Voilà, le dessin, c'est donc assez important pour mon travail. C'est assez important, je crois, pour presque carrément tous les artistes, au moins beaucoup d'artistes. Et on dit toujours que c'est le médium le plus spontané, le plus direct, le plus immédiat. Mais je crois aussi que c'est le médium extrêmement
conceptuel, comme on va voir. Voilà. Alors Didier, tu te passes de présentation. Donc, enfin Didier, donc présente-toi un petit peu quand même. Bonjour. Je dirais, je suis artiste. On va parler de mon livre, mon projet de livre. J'habite Lausanne et je suis aussi enseignant à la Haie de Genève. Voilà. Marianne. Alors, je suis historienne de l'art et commissaire d'exposition indépendante. Et depuis 5 ans, j'ai le plaisir d'être directrice d'un projet qui travaille avec le textile et l'industrie qui s'appelle TADA, Textile and Design Alliance. Est-ce qu'on peut monter le son un petit peu parce qu'on me dit qu'on ne l'entend pas très bien au fond. Alors moi j'ai une voix qui porte, j'ai l'impression, mais j'ai remarqué aussi. Donc on va monter un petit peu le son si ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup Marianne, vraiment enchantée. Merci d'être venue, d'être présent. Et je lance la question directe à Didier. Je pense que c'est essentiel que tu nous présentes le projet Libre de droit. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette envolée vers l'idée des droits de l'image et pourquoi aussi par le dessin justement? Alors, déjà, mon rapport au dessin, puis c'était la première question. Au-delà qu'il soit présent depuis ma petite enfance comme pour beaucoup de monde, c'est plus tardivement que j'ai décidé que ce médium soit un médium premier dans mon travail, dans ma démarche. Il a toujours été présent, il m'a permis à l'adolescence de découvrir que je pouvais représenter des choses du monde qui réellement, ou des émotions aussi. Et le choix de l'utiliser dans mon travail vient après les beaux-arts. Et c'est un choix justement qui est d'ordre conceptuel, parce que le dessin, c'est l'outil premier, c'est celui dont pratiquement tout le monde a usé un jour dans sa vie. C'est celui qui nous permet de nous relier humainement, nous relier aux images, quelles que soient les images ou quels que soient les gestes. Et c'est aussi un médium d'une pauvreté qui peut être d'une pauvreté extrême. Et donc, qui pour moi, voilà, sa dimension économique est assez importante. Et d'où les choix après dans le livre aussi qui ont été faits. Donc ça, c'est, je pense, une des raisons qui m'a fait dire que le dessin me correspondait bien. Après, voilà, après, je préfère être face à une page d'un papier qu'ailleurs, dans mon travail. Pour la question de la série Libre de droit qui a servi à la réalisation de cet ouvrage, mais ce livre n'est pas que ceci. Libre de droit est une série que j'ai entamée en 2001. Le nom est venu plus tardivement, en 2004. Donc ça fait quand même un certain nombre d'années. C'est aussi une décision assez conceptuelle de dire, ça va être un travail sur la durée, ça va être un travail potentiellement jusqu'à la fin. Et c'est comment je enregistre de certaine manière les images du monde. Alors, j'ai pas un dessin spontané du tout. J'ai un dessin qui vient d'une accumulation de couches et de relations aux images. Mais cette série a commencé en 2001 pour la réalisation d'une expo que j'avais fait à Lausanne, à Circuit, un centre d'art contemporain, et où j'avais commencé à dessiner énormément de dessins sur ces calques. C'est aussi une époque où le numérique n'est pas encore autant présent dans nos vies, et le calque a encore une réelle fonction physique et matérielle. Et donc, je décalquais littéralement. Donc, chose aujourd'hui qui n'a plus beaucoup de sens. Ceci, à la base, c'était pour faire un petit journal. Donc, déjà une impression derrière. Ça, c'est un point de départ. Ça s'est précisé sur des années, sur du temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais j'ai poursuivi ces gestes comme ça d'emmagasiner des images de cette période-là. Donc, on est au début des années 2000. Le dessin, c'est vrai, a une place émergente, en tout cas en France aussi, à ce moment-là. Dravigno, je pense, naît un peu aussi de cette période-là.
Et aussi, c'est un moment où les images de presse, de publicité sont extrêmement assez trash. Voilà, c'est un souvenir que j'ai de magazines, d'images, la présentation, surtout la mode, hein, représentation des corps, assez trash. Et donc, c'est un peu inter ou réagir par rapport à ces images-là. C'est pour ça que d'abord, j'ai repris des images de mode voilà, qui posent effectivement des grandes questions de droit d'auteur, mais un peu pour les digérer d'une certaine manière. On m'impose des images publicitaires, donc je m'autorise le droit d'être, de réagir avec. Donc c'est un rapport de force avec l'économie. Et évidemment, on est perdant, ça c'est une évidence, mais ça reste quand même un rapport de force à ce qu'on nous impose par un biais spécifique, principalement économique. Et comme le dessin, c'est une autre économie, voilà, ça faisait sens pour moi. Voilà. C'est une autre économie et c'est aussi une autre temporalité, parce que tu dis qu'on est perdant, mais il y a aussi une espèce de façon d'étirer un petit peu le temps par rapport à ces images si rapides déjà à l'époque, en fait. Oui, parce que le flux était déjà présent. C'est pas tout à fait les mêmes outils, mais le flux, la télévision, c'est des choses déjà très anciennes, déjà décrites dans les années 70 en tout cas. Donc oui, le dessin, ça ralentit. Des textes ont été acquis là-dessus. Ça ralentit les images, mais ça ralentit aussi la diffusion parce qu'on est trop long pour suivre ce flux. Ou, comme disait Virilio, cette cybernétique de l'image des médias. Et donc c'est un grand ralentissement et ça m'a permis quelque part. Aujourd'hui, c'est un corpus qui fait un nombre, on dira, ouais, il y a beaucoup de dessins, mais sur 25 ans, c'est pas grand-chose. En fait. C'est combien de dessins déjà ? Aujourd'hui, 750 plus ou moins, de cette série-là. Mais c'est pas énorme. Si on fait un dessin beaucoup plus rapide, on pourrait en faire ça en 2 semaines, ou 3. Et donc, raconte-moi, j'ai pas mal de questions à te poser, mais on va peut-être aller un petit peu petit à petit. Raconte-moi un petit peu d'abord cette idée déjà de proposer ces dessins. Parce que j'ai reçu un email, comme nous toutes, j'imagine, avec certains dessins proposés au choix. Et tu nous as dit, voici quelques dessins, vous pouvez piocher dans des dessins libres de droit et écrire dessus. Pourquoi est-ce que tu as eu cette envie, justement, de par ces dessins, accorder cette liberté, justement, à l'écriture ? Alors, comme cette série de dessins se base sur un long travail, un long processus, ma relation à elle a aussi évolué dans le temps. Je ne l'envisage plus de la même manière qu'il y a 25 ans en arrière. Et je la vois aussi autrement. C'est-à-dire l'évolution du monde fait que je vois moi-même ces dessins-là ou ces images-là, parce qu'on joue toujours entre les deux, aussi justement par leur lenteur, comme des vestiges d'un passé. Certaines images publicités, Marianne en parlera peut-être après, c'est une grande difficulté de les retrouver aujourd'hui. Et donc, je ne sais plus, répète-moi la question, j'ai perdu. Comment t'es venue l'idée justement de lancer ce challenge en fait à des écrivains, écrivaines, artistes? Alors, Je suis navrée. C'était la réponse. Merci. C'était clair. Alors, il n'y a plus d'électricité en haut dans la moitié de la foire. On a un problème d'interférence avec le son. Je ne sais pas. Je ne crois pas au paranormal, mais là, je commence un petit peu à me poser des questions. Pardon, continue, Didier. Oui, c'est bon, oui. C'est quelque chose qui était présent sans que je m'y attelle depuis pas mal de temps. À la base, c'est la relation à la légende, c'est-à-dire l'origine des images, des dessins. Comment mettre en relation, comment traiter les images que j'utilise, leur transformation et comment quelque part, cette mémoire-là puisse exister aussi dans la présentation de ce travail. Parce que la série de dessins est à la base
un peu une banque de données qui va me servir à aller vers d'autres projets spatiaux, d'autres formes de diffusion, imprimées ou autres. Donc c'est toujours un moment latent, un moment en attente. C'est pas une finalité en soi, même si elle existe en soi. Ça, c'est la première chose. Et après, c'est aussi de travailler avec tous ces codes habituellement muséaux, quoi, de la légende, de la notice, à quoi sert une notice, sa dimension explicative. Et c'était de dire, de travailler un peu entre les lignes de tout ceci, entre les choses, créer du lien, et de dire que cet espace, que la notice, c'est aussi un espace finalement qu'on peut s'accaparer, qui peut avoir une autre vie que celle de je dois expliquer quelque chose. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'on pourrait faire 3 talks dans tout ce que tu viens de dire, là, trois thématiques très différentes. Comme j'ai très envie aussi justement de faire parler nos écrivaines, je vais juste rebondir sur une chose que tu as dit. Tu as parlé de base de données et tu m'as envoyé une image. Donc, je t'ai demandé quelques images sur ton travail avant de rentrer dans le vif du sujet du livre. Là, nous avons les pommiers ou indécents de forêt. Et en parlant de base de données, tu m'as envoyé un petit avec, et après, il y a toute une liste de références par rapport à cette image extrêmement détaillée déjà, qui est pleine de couches, qui est pleine d'éléments et qui est pleine de sujets, justement. Donc, j'aimerais bien que tu me parles de ça, justement, de cette idée de base de données, de cette idée de couches et de toutes ces références que tu as fournies avec cette image. Alors, ça, c'est le dessin qui est de la collection de l'Aargauer Kunsthaus. Voilà, qui est un dessin, comme vous voyez, qui est d'un relativement grand format pour un dessin. Pardon. Alors, 390 de long par 180,8 qui est énorme de par haut. rapport à un Voilà. dessin, oui, à 4, je veux dire. Voilà. Ça, c'est évidemment, ce dessin ne fait pas du tout partie de la série de livres de droit. Et là, comme vous avez toute la liste en fait des arbres présents dans le dessin, qui sont considérés ici comme des acteurs ou des actrices de ce dessin. Et ce qui m'intéressait par rapport au biais d'autres dessins que j'ai faits où j'ai enlevé des sujets de certains tableaux historiques, là j'ai plutôt recomposé une non-image, une image qui n'existe pas, à partir d'éléments singuliers de différents tableaux historiques, entre autres le paradis. C'est aussi l'intention, c'est aussi de dire que si le Jardin d'Éden avait été une forêt avec des milliers de pommes, peut-être que notre histoire occidentale serait pas tout à fait la même. Voilà, pour pas rentrer dans les détails. Voilà. D'où l'indécence du titre. Ok, c'est suffisamment mystérieux et suffisamment expliqué pour donner encore plus d'envie. Alors, je vais aller alors vous allez patienter, vous allez être patient avec moi, et je vais aller vers l'image, si j'y arrive, hein, décidément. Alors, l'image de Marianne, c'est celle-ci, non, Marianne? Non. C'est l'autre qui vient après. J'arrive pas à faire circuler. Ah, voilà. C'est ça. Donc, Marianne, nous allons sauter un peu sur le vif du sujet. Alors, dans le mail, Didier expliquait que, et je cite, « Par ce projet, j'envisage de traiter les liens entre texte et image, et particulièrement la notice qui accompagne habituellement une œuvre, généralement l'explicitant ou la contextualisant. » Donc, il s'agissait surtout de ne pas faire ça. En revanche, et tu viens de référer justement ton rôle comme directrice artistique de Tada, donc ce rapport au textile, ce rapport à la texture peut-être, et texte étymologiquement est lié aussi au textile. Est-ce que finalement cette image a été choisie par rapport à une sensibilité particulière? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller vers ce dessin, et comment t'es-tu emparée de l'écriture justement? Bon, je crois que c'était déjà, disons, dans la choix que Didier m'a envoyé, disons, j'avais l'impression qu'il avait déjà un peu pensé à ce qui pourrait éventuellement m'intéresser. Quand j'ai Il nous aurait manipulés. Oui, absolument. Non. De toute manière, il n'était pas complètement étonné que j'avais choisi ce que j'ai choisi. Et oui, je crois bien que c'était influencé par mon travail, que le textile, avec
toutes les formes de textile, soit embroidery, soit n'importe quoi, soit impression sur textile. Mais en même temps, je crois, la première chose qui m'est arrivée, je me sentais vraiment très stressée parce que je savais qu'il fallait pas faire certaines choses. Et en même temps, je vois que comment c'est compliqué, il y a une légende qui normalement décrit le contenu. Et puis après, ça faisait pas vraiment sens. Donc, je commençais à faire de grandes recherches online, tomber sur des faits, sur un magazine où cette image était publiée au début, mais c'était quand même assez changé par Didier parce qu'il s'agit quand même de cette réflexion. C'est pas copié, c'est réinventé. Et puis en même temps d'être conscient que, en effet, on n'invente rien parce que on est toujours influencé par ce qu'on a vu, les interprétations. Donc, tout d'un coup, il me semblait que quelque chose de très compliqué s'ouvrait. Et puis aussi que des choses qui étaient peut-être claires lors du moment de la publication dans un magazine de mode, à ce moment-là, peut-être c'était clair pour tout le monde, mais même quelques petites années après, je faisais des recherches, j'étais comme et puis après, j'ai téléphoné à Didier s'il pouvait un tout petit peu m'aider quand même. Il pouvait à un certain point, mais voilà, ça c'était un peu mon processus que je trouve extrêmement inspirant parce que tout d'un coup, si on n'a pas le travail de contextualiser ou de travailler ce dessin, mais de vraiment réfléchir ce que ça veut dire et de voir que le texte était cohérent avec l'image, mais en effet, n'était plus. Donc, ça m'a un peu mis sur le démarche. Mais ça m'a inspiré, mais plutôt la thématique d'après tout. Ça m'a beaucoup aussi inspiré de réfléchir. Il y a dans les musées encore... dans les musées du textile, très souvent, il y avait encore les livres que les entreprises ont fait pour mettre en avant leur échantillon. Et ces livres, on pourrait dire, après 10 années, peut-être c'est plus tellement intéressant, passé, on a fait ça. Mais même aujourd'hui, dans un musée de textile, comme par exemple celui de Saint-Gall, c'est une fortune, c'est une valeur, disons, que les gens payent pour avoir accès à ces livres du 19e siècle, parce que ça peut encore leur donner une inspiration. Que c'est tellement rare qu'on voit dans un archive, il y a comme une valeur potentielle économique dans des dessins et des échantillons magnifiques. Donc là aussi, ça traverse l'économie, l'art, l'innovation, et puis voilà, de se rendre compte qu'il y a toujours un potentiel, création nouvelle, l'innovation, on se perd. Donc oui, dans ce sens-là, mon travail actuel, qui est une partie de mon travail qui est liée au textile, ça m'a beaucoup influencé parce que dans le textile, le design a une valeur vraiment très différente de ce qu'on a habitude de voir, disons. Merci beaucoup. C'est dingue quand même d'être déconstruit comme ça soudain. Par à la fin. Merci. Vous en souviendrez, ça restera ici. C'est intéressant de voir à quel point cette demande déconstruit finalement et nous pousse aussi dans nos retranchements, mais aussi nous aide à nous découvrir nous-mêmes et nos compulsions et ce qui nous attire finalement, parce qu'on a été forcé de choisir une image, mine de rien, et de comment dire, de céder à cette envie de savoir. En fait, c'est un peu ce que je vois aussi dans ta réaction par rapport à l'image. Alors, Claire, en fait, j'attribuais à Marianne ton image. Alors, c'est drôle parce que ton texte explore le rapport entre le minéral et la photographie par le dessin. C'est vraiment un texte qui est très matière. Comment ça se fait que tu aies choisi ce dessin ? Est-ce que tu l'as choisi ? Est-ce qu'il t'a choisi ? Est-ce que Didier t'a manipulé ? Est-ce que tu l'as appelé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je ne pense pas avoir appelé Didier. Et j'essaie de me souvenir pour répondre à ta question. Et en fait,
Ça condense pour moi les expériences curatoriales que j'ai eues avec Didier Rittner depuis 2004. La première, c'était une invitation de Didier dans une expo collective qui s'appelait La Partie Continue au Crédac et qui interrogeait les artistes qui citent, qui se réfèrent et qui ont comme outil, dans leur boîte à outils, l'histoire de l'art. Parce qu'il faut peut-être se souvenir que Didier Rittner est un excellent historien de l'art. Et Marianne Burki tout à l'heure disait qu'elle était une historienne de l'art, et j'ai oublié de dire que moi aussi, et que ça compte beaucoup comme outil de travail. Et vous aussi. Et j'oublie parfois ça, et c'est vraiment une source importante curatoriale. Et la première fois que j'ai vu Didier Rittner à l'œuvre, véritablement à l'œuvre, il était en train de dessiner dans le couloir du centre d'art Circuit des arbres au cœur d'un Frank Stella, de sa main gauche, c'est un gaucher. Et il dessinait à même le mur, comme ça, patiemment, pendant un montage. Et donc les arbres, donc cette image plutôt classique, qui était enchâssée, encadrée par un Stella, j'ai pensé immédiatement à ce cœur qui étaient les arbres. Et là, j'ai choisi un trou et des arbres autour. Et ça, c'est la première réponse, c'est-à-dire cette partie continue, cette expo dans laquelle Didier est venu s'insérer. Puis, il y a eu un autre projet curatorial qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelait Le Travail de Rivière, et qui, lui, venait aussi réfléchir aux questions premières, aux premiers gestes, depuis toujours. Comment les artistes contemporains, depuis toujours, reviennent parfois à des sources et à des gestes premiers, au point que parfois on ne sait pas dater une œuvre. Est-elle des années 2000 ou est-elle beaucoup plus avant dans le passé? Et donc, pour ce travail de rivière, en fait, j'avais invité Didier à nouveau pour montrer Le Printemps de Botticelli, avec cette conque vide, donc une reprise à nouveau, mais à partir d'une œuvre extrêmement forte et symbolique. Et la troisième raison pour laquelle j'ai choisi ce dessin, on dit souvent le monde après la photographie. Ici, c'est le dessin après la photographie, puisqu'il s'agit non pas d'une œuvre libre de droit, mais une œuvre photographique, enfin une photographie de Didier Rittner qu'il s'est amusé à redessiner. Et je trouve ça magnifique, cette façon de photographier la forêt et puis de venir la redessiner et de laisser au centre quelque chose qui a à voir avec le cinéma, qui est aussi un médium très important dans le travail de Didier Rittner. Et on avait évoqué, lui et moi, parmi nos discussions nombreuses ces 15-20 dernières années, une œuvre et un texte de Smithson qui s'appelle Un trou dans la vie. Et ça avait été aussi la base d'une grande installation de Didier Rittner à Circuit, où il avait laissé un écran vide, un trou, pour pouvoir projeter des films de cinéma tout au long de son exposition. Donc pardon peut-être pour cette réponse multiple, mais c'est le dessin avant la photographie, c'est la citation, c'est l'histoire de l'art, c'est la source. Et puis j'ai intitulé mon texte à partir d'une légende qui est écrite sur un crayon que Didier Rittner m'avait offert, qui en français, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière un tronc. Et voilà, je pense que cette œuvre est aussi extrêmement mystérieuse et qu'elle peut produire comme ça un imaginaire assez soutenu. Merci, il ne faut surtout pas s'excuser pour cette réponse parce que déjà, elle parle du travail de Didier et finalement, je me rends compte que tu nous renvoies un peu à nous-mêmes et à nos passions et finalement, c'est tellement un privilège quand on est un commissaire d'exposition, directeur d'institution et qu'on aime ce qu'on fait et en fait, et qu'on aime ces artistes. Donc, je pense que c'est un peu ce qu'on voit aussi dans ta réponse. C'est vraiment ce plaisir à réfléchir au travail de quelqu'un qui nous a nourris et qu'on a nourri aussi parce que c'est une relation, évidemment, qu'on a avec les artistes. Donc, c'est vraiment
touchant quoi, comme réponse, et extrêmement détaillé en même temps. Et ce qui me pousse aussi à aller vers autre chose, merci Claire, c'est-à-dire de parler, de te demander, Didier, à toi, justement, en parlant de ton travail à nouveau, cette idée de... Enfin, je pense toujours à toi comme quelqu'un qui fait du dessin de façon assez obsessive et très détaillée dans le temps, mais souvent, tu fais décoller le dessin de son médium habituel ou de son espace d'exposition habituel ou de sa dimension habituelle. Non seulement tu t'intéresses à la déconstruction du texte, de la relation du texte et de l'image, mais aussi de la place même du dessin dans l'espace d'exposition. Et donc, tu m'as envoyé cette image, Donnez-vous la peine, de 2021, et j'aimerais bien justement que tu nous parles de ce rapport à l'image, mais aussi à l'image dessinée, et puis finalement à l'image que tu produis toi-même et comment tu la disposes dans l'espace. Oui, ben ça, j'ai mis cette image comme exemple d'une forme de transposition du dessin à un dispositif, ici un dispositif de diffusion. Dans une expo qui a eu lieu en 2021 au Kunstmuseum de Thun, un projet d'Antje Majewski, je prononce mal son nom, donc je m'excuse auprès d'elle, et de Pavel Freisler. Et c'était il travaille sur la question de la pomme. Ça peut paraître comme ça, a priori, on se dit oui, bon, voilà. Et en fait, la pomme traverse notre histoire, traverse notre culture, et il y a beaucoup à aller chercher derrière. Autant autant dans une dimension purement végétale ou nourricière que symbolique, bien entendu. Et comme j'avais réalisé le grand dessin avant, finalement, l'invitation au fait que je participe à cette exposition était liée à ça, mais de réfléchir à un nouveau projet. Et moi, ce qui m'intéressait, alors, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la dimension économique aussi du rapport au dessin. Donc là, j'ai voulu être assez littéral avec cette notion-là. Et, en fait, donc j'ai redessiné dans la série de Libre de droit plein de détails des pommiers, entre autres une grande partie qui sont déjà dans le grand dessin. Il y en a quelques-uns de plus pour alimenter. Il y a toujours un paradis quelque part à aller rechercher. Donc j'ai refait tous ces dessins et après j'ai voulu les ramener à une dimension purement commerciale. Donc j'ai fait imprimer donc en offset, de manière tout à fait traditionnelle, ces dessins, mais pour que les pommes soient à l'échelle d'une pomme. Voilà. Donc ça a changé après la taille des prints, puisqu'il fallait que les pommes soient plus ou moins dans la dimension d'une pomme. J'ai fait ce travail, c'était vraiment une période, en tout cas en Suisse, où il commençait à y avoir de plus en plus de pommes qui avaient des marques. C'est un des rares fruits qui avait échappé à la propriété, à la spéculation financière, à l'augmentation des prix. Mais après, c'est quand même été vite rattrapé. On a des jazz, il y a un nombre de noms comme ça, qui sont des marques déposées, donc des propriétés privées, donc du vivant privé. On est en plein dedans à cette époque, actuellement. Et donc aussi, c'était faire un peu une résistance par rapport à la pomme, qui était un peu toujours le fruit bon marché, accessible à tous, de nos campagnes. Voilà. Et donc, j'ai voulu retravailler là-dessus. Donc, je les ai mis la dimension d'une pomme. Et les gens pouvaient... J'ai aussi fait que le musée devienne un peu imprimeur. Et les gens pouvaient acheter les affiches au prix de 1 franc la pomme qui était sur l'affiche. Voilà. 1 franc comme 1 franc symbolique, qui était à peu près le prix d'une pomme, en fait, aussi à l'époque. Voilà. Donc, c'était un peu un marché aux pommes, en fait. Voilà. Merci de beaucoup. pommes symboliques. Voilà. La pomme de la discorde. Alors, Katharina, j'ai eu envie de terminer par toi, parce que tu as choisi cette image. Et ton texte est le plus personnel, en fait, parmi nous toutes. L'image, elle est évidemment curieuse, elle est un peu vide, il y a une absence. Et évidemment, on reconnaît l'annonciation de Fra Angelico, mais sans Marie et sans l'ange. Et donc, on pourrait imaginer qu'il s'agirait ici d'un texte d'historienne de l'art, donc contextualisant justement ce dessin, expliquant. C'est un peu cette idée justement, est-ce qu'on explique ou pas? Que faire? Que fait une notice? Et en fait, non, tu racontes une histoire touchante et personnelle et tu te livres un peu presque.
Et on pratique pas mal, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en Angleterre, un peu l'histoire de l'art spéculative. Il y a un peu un mouvement comme ça, où on associe fiction et historicisation. Je me demande si ça t'a inspiré ou si finalement tu as pris cette occasion parce que ça tombait au bon moment. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu aussi ton texte pour contextualiser un petit peu? Oui, en effet, j'ai vu ce tableau pour la première fois dans ma vie comme enfant, quand j'étais très très jeune, parce qu'il y avait une reproduction dans un livre. J'aimais pas ce tableau d'ailleurs, ça me semble un peu bizarre. Et puis plus tard, je l'ai revu en original à Florence et je l'ai revu en tant que diapositive pendant mes études en histoire de l'art. Donc il y avait toutes sortes de rencontres avec ce tableau. Mais le moment et le choix, ça s'est vraiment fait parce que ma mère était morte à ce moment-là. Et c'est elle qui m'a dit avant sa mort, il faut surtout garder ce livre avec cette reproduction dedans. Voilà, parce que c'était un cadeau d'une amie. Donc je peux tout jeter, mais garde ce livre. Et en ce moment-là, peut-être 3 semaines après sa mort, tu viens avec sa demande et ta demande, et puis c'était absolument clair que je vais parler là-dessus et que c'est quelque chose de très personnel. Ça c'est une raison, mais l'autre raison, c'est vraiment après des décennies de travail professionnel dans le domaine de l'art. Je suis vraiment de plus en plus convaincue que c'est l'émotion qui compte. Et c'est la réponse, la réaction d'une émotion que l'art peut susciter. Et même si l'art, évidemment, est conceptuel, tu vois, mais c'est l'émotion qui compte. C'est dans mon travail de musée que je comprends entre-temps, finalement, peut-être, c'est ça qu'il faut faire, l'art. Et c'était un peu ces deux aspects-là qui m'ont donné cette, je sais pas, je me suis livrée, tu as dit, ouais, peut-être, et puis quoi? Et puis quoi? C'est peut-être un autre monde aussi aujourd'hui, parce qu'on peut tellement facilement recevoir toutes les informations sur cette annonciation. C'est tellement facile aujourd'hui d'avoir toutes ces informations, mais le but final, c'est vraiment se laisser toucher. Voilà, l'histoire. Merci. Bon, alors on finit. Maintenant, c'est fini. Ah non, et puis, tu invites carrément Didier avec ce vide. Et aussi avec le les vide, arbres, avec le trou de l'arbre aussi. Oui, quand on réagit d'une façon, quand on commence à remplir ce tableau avec ce qu'on ressent, non? Oui, oui, c'est un objectif. C'est aussi une absence, parce que comme c'est des œuvres tellement connues que l'absence, elle est visible. Si c'est une image inconnue, on ne peut pas la définir, cette absence. Donc, cette absence, c'est elle le sujet. Et pour moi, dans ce cas-là, c'est pour ça que je me suis amusé à enlever des personnages et à recombler le vide et le manque que Frangelico n'a jamais peint, entre autres. Hein. Il reste en arrière du bâtiment qui n'avait jamais été peint. Que je dessinais. Et donc, je pense que cette absence-là, ce remplissage-là, quelque part, c'est tout ce qui nous habite, qui dans la pensée, on le construit dans la pensée. Voilà. Et après, c'est évidemment très personnel, mais c'est des renvois avec notre éducation. C'est un peu tout va se mettre en lien ou en friction, quoi, d'une certaine manière. Tu voulais dire quelque chose, Claire? Oui, je voulais dire, en fait, je pensais à l'évolution aussi du travail de Didier, où là on parle de la disparition, de l'absence. Didier avait aussi écrit sur un mur, à travers la mousse, disparaître ici. Donc au creux de la mousse, en fait, on voyait cette phrase importante dans le travail de Didier Rittner. Et j'ai l'impression que quand j'ai rencontré Didier en 2004-2005, il était au cœur de ce super centre d'art à Lausanne, Circuit,
où j'avais l'impression d'une relation aux images, libre de droit, sur la démocratie des images. Donc on était vraiment tous un peu dans cette idée. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai eu l'impression que tu étais dans la retenue des images, en fait, de les retenir, de les sauver, de les transmettre. Au début, tu les attaquais, tu vois, quand tu étais un peu sur le calque, comme ça. Il y avait un truc très rock'n'roll, très tendu avec les images. Et au fur et à mesure du temps, tu les retiens, tu les préserves, tu les transmets comme ça. Donc ça m'apparaît aussi dans l'évolution quand on rencontre un artiste et qu'on suit comme ça pendant 20 ans à travers le même médium, cette retenue-là. Je trouve que c'est quelque chose aussi de très très marquant. Là, je peux aussi répondre à ça dans ce sens-là. Ce qui me touche vraiment dans ton travail, c'est vraiment que ça pousse la question, qu'est-ce qu'on peut vraiment posséder? Soit le savoir, soit qui est aussi très fragile, comme j'ai fait l'expérience, par exemple, dans ce travail, que ça se perd. C'est presque impossible que ça se perd si facilement, mais aussi si moi je dis, voilà, c'est moi qui a créé et c'est moi qui possède. On a beaucoup parlé aussi aujourd'hui, en se promenant, de ces grandes boîtes, par exemple, qui dominent ou qui possèdent une partie. Donc, je crois que ça touche à une question très, très principale. Pour moi, c'est comme une philosophie. De quoi a-t-on le droit de s'approprier, de se dire, voilà, c'est son valeur et j'ai le droit de l'utiliser. Donc, c'est pour ça que, d'après tout, je crois que c'est impossible de faire autre chose, mais peut-être on l'oublie. Et ce qui m'a touché, la deuxième chose, je crois que dans ce travail, les couches de l'histoire et du temps deviennent très visibles. Et puis, ça, c'est quelque chose qui est très, comment dire, c'est quelque chose de très inspirant, qu'on n'est pas seulement dans un moment, c'est un couche de temps et encore un couche de temps, encore un couche de temps, qui rend quelque chose, ça devient quelque chose de nouveau à chaque moment. Peut-être c'est ça qui était aussi important pour moi, aussi en écrivant. Oui, si je peux, oui, si je peux réagir, bien sûr. Je pense que moi-même, avec mon propre temps, je pense que finalement, le travail se charge par le temps. Ça a j'espère, de manière bénéfique. Mais on l'accumule et je sais que je n'ai jamais réellement effacé, quoi. Je n'efface pas, si ce n'est la mousse, mais j'en pas le graphite. Et finalement, je laisse toujours aussi mes tâches, voilà, quand je dessine. Donc, en même temps, ce sont des images. Mais tu parlais de la matérialité du graphite. Le graphite, c'est minéral, hein. Et donc, tout le dessin, c'est physique, c'est de la matière pure et dure. Même si derrière, on voit une image, c'est avant tout une matérialité première. Et pour moi, quand je dessine, c'est quelque part, j'enregistre l'image que je dessine, mais physiquement, dans mon corps. Pour les gens qui dessinent, peut-être qu'ils vont s'y retrouver. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'enregistrement du monde, d'un petit bout du monde. Voilà. Mais tu révèles aussi, cette question de l'appartenance des images, c'est que tu actives aussi une forte conscience du fait que les images, elles sont en nous. En fait, plus qu'étant matérielles, c'est-à-dire on parle beaucoup de matière, mais elles sont aussi extrêmement immatérielles. Ici même, j'ai interviewé Stephen Alcock, qui était très malade et qui, à un moment donné, a commencé à collectionner des images online, à les poster sur Facebook. Il a accumulé la moitié d'1 million de suiveurs parce qu'il curate ses images. Il est attiré par un style d'image assez mystique, assez ésotérique. Et finalement, il a des gens qui le suivent, qui sont même obsédés par lui. Il a des stalkers. Il a été contacté par Thames Hudson, qui l'a poussé à publier des livres, à écrire. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, ça passe pas du tout par le musée. Ça passe par la base de données, justement, et le fait que les images soient accessibles. Et elles soient d'abord en lui, dans son cœur, dans son esprit, et qu'ensuite, il peut les partager
dans cette impulsion en fait qu'elle lui donne. Donc il y a vraiment une espèce d'extrême, je trouve, dans notre conversation en tout cas, et qui mène aussi à te poser une question, et vous toutes d'ailleurs. Elia, en fait, est-ce que le métaverse, le gaming, enfin toutes ces images maintenant qui remplissent un peu nos imaginaires, qui se trouvent ici aussi, est-ce que, parce qu'on parle aussi beaucoup, ça fait 20 ans, donc le rapport à l'image a changé, mais l'image elle-même a changé aussi. Et la façon de les faire, ces images qui nous troublent et avec lesquelles on vit. Et il y a une autre forme de créativité aussi en ce moment par rapport à l'image digitale. Est-ce que ça rentre dans ce projet en ce moment? Est-ce que tu as une réflexion par rapport à ça? Et puis vous aussi d'ailleurs. Ah non. Bon, c'est toi le spécialiste. Peut-être moins du métavers. Je suis pas trop gamer. Non, avec l'intelligence artificielle, oui, bien sûr. D'ailleurs, certaines images dont des dessins plus récents en contiennent. Je m'y suis confronté. Ah bon? Et qu'est-ce qui t'a attiré justement dans ce pour comprendre, déjà, j'avais juste envie de voir ce qu'on peut faire avec ou pas, qu'est-ce que ça soulève comme question. C'est en faisant qu'on y réfléchit. Quand on dessine, lentement, on a le temps de réfléchir. Donc, c'est un bon moment pour écouter ou penser. Et donc, oui, après, j'ai pas de réponse à ça. Hein, on est en plein dedans. Donc, voilà, Je pense qu'on n'a pas de réponse, on a des questions et des doutes finalement. Après, et on peut les partager aussi. Enfin, je pense que c'est aussi. Puis il y a des grandes contradictions, quoi, de ce futur numérique, en même temps cette fragilité physique ou même énergétique. Ce monde numérique n'existe pas sans énergie. Et donc, c'est un être fragile, quoi. Mais en même temps qui est extrêmement puissant et dominant aujourd'hui. Mais il est dominant par aussi ceux qui les produisent, quoi. Voilà. Mais voilà, après, je n'ai pas de réponse précise à ça. C'est une question, je pense qu'on a toutes et tous. Mais je pense que le monde, les possibilités digitaux, c'est assez séduisant et j'aimerais bien retourner en fait à l'image du pommier et l'indécente forêt, parce qu'en effet, on s'est amusé au musée, mais on t'a demandé avant si on peut l'utiliser avec la réalité augmentée. C'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est la réalité augmentée. Comme il y a tous ces modèles, comme il y a toutes ces images, modèles d'Adam et Ève que tu as enlevés, nous on s'est amusé pour notre public qui pouvait prendre un tablette, je ne sais pas comment on dit en français. Une tablette. Oh ben, un tablette. Donc, où on pouvait mettre devant le tableau. Et puis, il y avait tous ces tableaux originaux qui apparaissent sur le tablette. Donc, on a un peu révélé le mystère. Hein? Il y avait tous les Adam et Ève qui sont apparus, tous les forêts que tu as utilisées comme modèle. Et bien sûr, on t'a demandé la permission pour faire ça. C'était très drôle de le faire et les réactions du public étaient extrêmement positives, mais finalement, est-ce que tu as vraiment aimé ce qu'on a fait? Dis-moi. Pardon. Parce que c'est le contraire de ce que tu fais dans ton travail. Je ne le ferai pas, disons. Non, il y a une dimension de médiation qui dans les institutions, évidemment, est importante. Voilà, et peut-être aussi auprès des écoles d'éducation pour les enfants. Finalement, moi, c'est des choses que je fais dans la pensée. Voilà, donc moi, je ne le ferai pas, très clairement. Après, je ne vais pas dire il ne faut pas le faire, ça va toucher. Voilà, je pense que c'est un rôle précis qui fait sens pour l'institution dans un contexte. Voilà. Pour moi, c'est pas un jeu qui m'intéresse personnellement.
Alors, il est suisse. Vous entendez comment il essaie d'être neutre? Gentil. Parce qu'en ce moment, une exposition sur la neutralité chez nous. Donc, on aurait dû t'inviter pour faire la médiation chez nous. Ça, c'est pas très neutre. Écoute, vous pourrez revoir ce moment sur YouTube quand on diffusera cette vidéo. C'était très beau. Je vous remercie. En fait, c'est un peu frustrant, je dois dire, ce talk, parce que j'ai très envie de continuer à discuter avec vous. On soulève vraiment des lignes passionnantes. Ton travail soulève des lignes passionnantes. En fait, moi, je me rends compte que j'étais un peu égoïste. En fait, je me suis vraiment fait plaisir. Je me suis pas posé beaucoup de questions et je suis allée vers voilà ce qui m'a attirée. Je me suis un peu lancée en freestyle. Et donc, on est tous un petit peu différents. Tu as une générosité incroyable. Tu réfléchis énormément au travail de Didier. On a un épisode très personnel, magnifique, qui est aussi universel et qui est beau à partager aussi parce qu'on le traverse tous à un moment ou à un autre. Et puis finalement, cette recherche incroyable par rapport à l'origine de cette image et l'origine de ton intérêt aussi pour ce travail. C'est vraiment des réactions passionnantes. Mais j'aimerais aussi donner la parole à notre public parce qu'il y avait une question pressante, je pense, qui ne pouvait plus attendre. Donc je vais passer le micro pour des questions. Donc réfléchissez et pendant ce temps-là, voilà, première question qui est lancée. Bonjour. Alors j'avais déjà une question pour Marianne Burki. C'est quand vous avez recontacté Didier, c'était pourquoi? C'était pour avoir les sources de son dessin. Et ça m'amène à une autre question, en fait, à Didier. Alors, je le tutoie parce qu'en fait, on se connaît depuis longtemps. Je connais bien son travail, mais pas nécessairement tous les processus. Et ça m'amène donc à cette question à Didier, c'est comment tu choisis, en fait, les images? Ou est-ce que tu choisis un thème et après, tu vas chercher les images? Voilà, j'aimerais savoir quel est ce processus. Mais voilà, d'abord à Marianne. Là, la tricherie, c'est 2 questions. Alors, là, je crois que c'était vraiment un moment de, comment dire, je me sentais vraiment perdue et je sentais qu'il y a comme je savais que c'était pas ça. Mais j'avais cette pression que c'était comme une vérité derrière l'image et une vérité derrière cette légende. Et là, de ne pas trouver la réponse, tandis que je savais c'était pas ça le sujet. Mais là, j'avais tout bêtement besoin de parler un peu avec Didier et parler de son travail, du fonctionnement comme ça. Alors, c'était peut-être vraiment un des effets qui me fascine aussi. Parce que le travail peut déséquilibrer un peu. Et puis, c'est très, 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 très nuancé. Donc, il y a une complexité des choses, des faits, que tout d'un coup, voilà, j'avais besoin d'une conversation comme ça. Et bien sûr, Didier n'a pu me donner, c'était pas l'idée qu'il me donne des réponses ou des conseils ou quelque chose comme ça, mais je crois pour moi, c'est vraiment, ça fait part de ça, que ce travail déclenche. Il y a des incertitudes qui sont peut-être la réalité tout le temps, mais ça devenait tout d'un coup quelque chose comme un sentiment d'urgence en moi. Voilà. Et pour répondre à ta seconde question, si je prends vraiment dans cette série de dessins, pas d'autres travaux qui ont des mécanismes différents, d'une certaine manière que j'ai décidé que j'allais rester dans ce format, ce support et ce crayon, c'est aussi pour me décharger derrière du choix. Donc ça me permet un peu de mettre n'importe quoi, si je veux utiliser ce terme, dans la série. Alors certaines fois, je fais des dessins pour des projets très spécifiques, comme pour les pommes. Donc tout d'un coup, tu verras en 2020 20 dessins de pommes à la suite, quoi. Et après, tu auras un dessin qui n'aura rien à voir. Donc finalement, la chronologie, puisqu'ils sont numérotés, et c'est ce qu'il y a une chronologie, permet aussi c'est un peu une radiographie du temps d'un travail. Des fois, il y a des gros trous parce qu'il y a aussi, j'ai fait d'autres choses.
Voilà. Donc il y a des densités différentes. Le Covid a permis à avoir beaucoup plus de dessins à l'année. Voilà, des choses comme ça, quelque part, qui peuvent se lire en trame par derrière. Mais à l'intérieur de ça, les choix sont très variables. Des fois, c'est hyper subjectif, même des fois des petites blagues que je me fais à moi-même. Et des fois, c'est très, très construit. Donc, c'est vraiment ça me permet, le cadre me permet de mettre à peu près ce que je veux dedans. Donc, c'est une forme de liberté, en fait, ce cadre. Ouais. Attends, je vais pousser un peu le truc. Quand même, ça fait 20 ans. Quand même. Quand tu parcours ces images, il y a quand même des choses qui reviennent. Je pense que ça te renvoie aussi une image de toi et tu découvres quand même quelque chose au fur et à mesure. Je suis d'accord avec la neutralité là. Là, je suis sûre qu'il y a autre chose, il y a quelque chose derrière tout ça. Tu as eu des épiphanies certainement à un moment donné, tu as eu des découvertes, des préférences. Oui, mais je passe. Allez, un exemple. Ah, mais non, mais j'ai jamais eu d'épiphanie. C'est pour ça que je dessine le Jardin d'Éden. Non, mais j'ai fait un autre dessin avec justement l'Annonciation aussi, où j'ai récupéré les petits faisceaux lumineux. Donc, oui, c'est d'aller puiser dans cette culture, qui est la mienne déjà, mon éducation, et d'essayer de me confronter à ça, qu'elle soit ancienne ou plus récente, évidemment. Hein. Mais on en revient toujours aux mêmes questions. J'ai l'impression que l'humain tourne en rond depuis très longtemps, donc je tourne avec. Mais non, bien sûr, il y a quelquefois, il y a des dessins, quand ils se réfèrent à l'histoire de l'art, se réfèrent à un contexte très précis. Et puis, c'est un sens que je vais chercher. Mais quand j'écris, je ne sais pas, un dessin que tu n'as pas voulu mettre, il y est pas. Non, je ne crois pas. Tu avais la question, parce que tu m'avais à un moment donné posé la question de l'écriture dessinée. Et je me suis dit, ce que j'allais mettre aujourd'hui, c'est un dessin qui dit, pourrait-il y avoir moins d'ego dans cette salle? Voilà. Donc c'est le dessin qui s'exprime vis-à-vis de nous. Donc voilà, ça c'est des petits jeux aussi. Cécile a traité cette question-là du dessin qui parle. Et donc des fois, ça peut être des renvois que je me fais, avec mes dessins. Quoi. Mais donc il y a des dessins d'ordre très différents, quoi, d'ordre émotionnel, d'ordre poétique, d'ordre plus théorique, historique. Voilà. Je veux pas exclure. Après, c'est ce qui finalement, c'est en les regardant que je me dis, tiens, je suis ça. Je suis ce résultat, tu vois. Mais voilà. Mais j'ai pas d'absolue réponse. Hein. Je te laisse, je te laisse abandonner la réponse. Est-ce qu'il y a, oui, il y a une dernière question parce que je pense qu'on dépasse un petit peu. Non, c'est bon. Allez, on est juste. Oui, alors une remarque, une question. La remarque, oui, alors j'aimais beaucoup ce que vous disiez sur le fait de préserver les images. Il y a ce côté rock au départ, et puis ensuite, voilà, et en plus c'est vous entendant parler sur la question de les préserver, je me disais, Didier, il les caresse aussi les images. Donc j'ai pris le train en route, mais il me semble qu'il y a toute une dimension au-delà d'une apparente austérité, mais de vraie sensualité, et que toutes ces images, quelles qu'elles soient, tu les caresses, et Dieu sait le temps que tu passes avec elles, puisque ce sont aussi des patiences, donc c'est des nuits d'amour. Donc voilà, je dis, la dimension de la caresse. Et enfin, la question serait plutôt, en renvoyant quelques-unes, ce qui m'a frappé étonnamment, même si tu les fais parler, ces images parlantes, c'est leur silence, qui me rappelle presque ce silence de la photographie. C'est vraiment en voyant quelques-unes, elles sont très silencieuses. Ce silence, je le vois aussi être un écho de cette absence. Et la question, bon, après la question est impossible. Si je te dis, Didier, qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu peins dans cette absence? Quelle est cette absence? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais moi, je te dirais plutôt quel est ce silence. C'est une question impossible. Hein. Oui, c'est absolument, absolument impossible. Je te remercie, Cécile. Déjà, je reconnais bien tes mots et la caresse, je pense, c'est assez juste. C'est un sentiment assez juste parce que le crayon, la poudre qui se dépose,
le papier, on est dans cet ordre-là. Alors moi, je disais physique, mais des fois, c'est très appuyé, des fois, c'est très doux. Donc, oui, c'est relationnel de toute façon. Et après, j'ai pas bien compris ta question. Non, non, non. C'est cet invisible entre les choses qui nous relie, quoi, peut-être. Voilà. Ce qu'on cherche en permanence, qu'on ne voit jamais. Le livre, c'est aussi un petit peu ça. C'est chercher des liens qui ne sont pas dans le livre, mais qui sont constitués des éléments du livre. Je l'ai pensé un peu comme ça, le livre, pour parler un peu de sa structure. C'est ce qui existe par les liens, en essayant d'éviter tous les rapports de force. Voilà. C'est un petit peu ça l'objet, ce que j'ai essayé. Donc c'est peut-être ça, en fait, la chose. Ce livre, je l'ai fait sur 4 ans, donc il a pris forme un peu justement au Covid aussi, parce qu'on a eu plus de temps pour penser peut-être à certaines choses. Et après, c'est un long processus déjà de recherche financière et d'invitation. Les invitations sont faites de 2021 à presque 2024, donc c'est quand même un long temps. Donc les relations avec chaque autrice-auteur a été aussi variable. J'ai testé avec des amis les premiers pour voir un peu le mécanisme. Voilà. Et après, un peu, c'est mis en place justement le fait d'envoyer un certain nombre de dessins à choix, qui était généralement plutôt une chose qui marchait un peu pour tout le monde, plutôt que d'avoir toute la banque. Alors quand même un peu mon regard vis-à-vis de vous, de dire voilà ce que je t'offre Claire, ce que je vous offre à chacune, à chacun. Et puis ça s'est fait très lentement. Donc le livre s'est construit dans ce temps. Il n'était pas conceptuellement totalement décidé à l'avance. Il a évolué, heureusement, sur 4 ans quand même. Mais c'est comme la série de dessins, elle a évolué sur 25 ans. J'aimerais bien dire quelque chose là-dessus, parce qu'en fait, quand j'ai reçu le petit livre, j'ai été étonnée par son format, sa modestie, et en même temps, je me suis dit que Didier collectionne les images, et que là, soudain, il avait collectionné les textes qui sont autant d'images. Et ça construit comme ça une galaxie d'amis, de curateurs, d'artistes. Et j'ai eu le sentiment de rentrer dans une collection, en fait, et d'être quelque part en train de construire des images avec toi. Merci beaucoup. Oui, enfin, dessiner pour ne pas dire, dessiner pour créer des rencontres aussi à un moment donné qui ne se seraient pas faites à un autre moment. Maintenant, sans plus de malice, les images, elles sont tellement libres et elles sont tellement protéiformes, en fait. Même si elles ne bougent pas, on les voit différemment. Et c'est vrai que rencontrer une image à un certain moment, c'est pas la rencontrer, la même image à un autre moment. Et tu nous fais vraiment faire cette expérience, en fait, avec ton travail. C'est un travail de richesse, non seulement de ton temps, mais aussi du nôtre, en fait. Ça reflète notre temps. Il y a vraiment un rapport physique et métaphysique à l'image par rapport à ce travail. Et j'étais vraiment touchée aussi par, merci Claire d'avoir rappelé justement la dimension du livre. J'ai eu exactement la même réaction. Je me suis dit, mais c'est tellement humble, c'est tellement discret et c'est tellement ouvert d'après, à cause, grâce à. Donc tu offres vraiment une panoplie de relations possibles. Et je pense que c'est ça, c'est pour ça que j'y pense sans plus de malice, pas de neutralité en fait, mais une ouverture énorme et de nous faire comprendre à quel point les images sont toujours vivantes ou que nous, on les ressuscite en fait par nos émotions. Donc c'est vraiment un projet qui est merci, parce que c'était tellement beau de se retrouver dans une espèce de famille qu'on savait pas qu'on avait en fait. Donc c'était une vraie belle expérience. Tu sais vraiment créer ces liens entre les images, les personnes, les émotions, les histoires, les backgrounds, les sensibilités. Voilà, c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous. Et je te laisse la parole parce qu'on va mettre la dernière page avec tes expositions actuelles peut-être. Ah, oui.
et les endroits où on peut se procurer le livre. Donc, je vais vraiment faire un effort herculéen de trouver la dernière image du PowerPoint. Et je m'excuse de ne pas avoir mis l'autre image parce que je n'ai pas un souvenir de l'avoir reçue. Mais en tout cas, voilà, elle est dite, même si pas montrée. Donc, je te laisse faire les adieux pendant que je fais défiler les images. Alors, pour terminer le titre, il y a encore etc. à la fin. D'ailleurs, je remercie Garance Chabert, que vous connaissez peut-être aussi, qui n'est pas présente là, mais qui m'a donné ce titre. Il est lié à son texte. Moi, j'ai toujours utilisé d'après note pour définir les origines de mes dessins, mais elle a trouvé une très belle formule que j'ai pu, qu'elle m'a généreusement offert pour le titre. Je profite aussi de remercier toutes les autrices et les auteurs qui ont participé à ce livre parce qu'il n'existerait pas sans votre investissement et engagement. Voilà. C'est peut-être un peu long. Les personnes qui sont là, coucou. 45. Oui, non, ça. Oups. Oui, c'est un petit peu long. Et puis, non, juste pour dire, voilà, profitez si vous passez en Suisse. Voilà, il y a quelques expos en ce moment. Et sinon, les librairies, j'ai recherché sur Paris Librairie. Il y a la Petite Égypte dans le 2e, voilà, où il est présent. Après, il peut se commander partout, comme n'importe quel livre. Hein. La librairie, je crois que ça se dit comme ça, rue Saint-Maur dans le 11e. Le Mont en l'air dans le 20e. Voilà. Sur Paris Librairie, vous trouvez tout, de toute façon. Et j'en ai quelques exemplaires ici, mais pas beaucoup avec moi. Voilà, s'il y a des intérêts momentanés. Merci beaucoup. Donc, on va clore cette conversation à regret, mais un grand merci à vous tous et toutes, et un grand merci à vous aussi d'être venus, d'avoir été présents. Et voilà. Bon après-midi. Merci.